Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, notre première invitée, Lynn Létard. Elle est venue seule. Et il devait y avoir Marie-Josée Lalcy face à elle pour répondre éventuellement à ces interrogations. On vous expliquera pourquoi Marie-Josée Lalcy ne sera pas là ce soir avec nous. Lynn Létard qui dépose un recours lors des sénatoriales. On en reparle dans quelques instants. Notre deuxième invité, Lovadia, qui lui est en salle de maquillage. Là, il arrive d'ici quelques secondes. Il sera notre deuxième invité ce soir. On parlera de futur. Ça y est, on sait tout ce qui s'est passé dans sa carrière. Maintenant, demain, c'est pour quand? Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce qu'il y a un autre album? Est-ce qu'il y a des tournées? Ça sera l'occasion de discuter avec notre invité culturel, Lovadia. Les filles, bonsoir. Bonsoir. C'est Annie ce soir. Nous parlerons de l'émission Attitude Mag. Et effectivement, une émission donc, 2 fois par mois, le mardi notamment, en prime, enfin juste après Dom Laquezot, animée par Laetitia. Vanessa. Ce soir, nous parlerons de l'homme le plus fort de France qui était parmi nous la semaine dernière. J'ai remarqué que vous aimez fréquenter ces gens très costauds. Vous allez nous dire le goût que vous avez pour certains reportages. Très bien, Vanessa, on va en parler. Et ça sera juste après le journal, tout en images. À tout de suite. La lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire guyanais se poursuit. Depuis octobre 2013, cette problématique fait l'objet d'une mission d'information présidée par le député Jean-Pierre Blazy. Pendant un an, de nombreux déplacements, auditions et tables rondes ont été mises en place. Si la mission d'information a examiné le dispositif des zones de sécurité prioritaires créées depuis 2012, elle s'est également penchée sur les moyens de lutter contre l'insécurité sur le reste du territoire. Au fil des travaux, une conviction s'est forgée. L'amélioration de la lutte contre l'insécurité suppose la mobilisation de tous les acteurs de la sécurité publique. C'est ce que confirme Chantal Berthelot. ZSP, c'est bien de dire, on fait en sorte que toutes les forces de l'ordre, qu'elles soient, je dirais, frontalières, qu'elles soient donc police municipale, police nationale et de gendarmerie, puissent travailler en bonne coordination et avoir des moyens supplémentaires. Donc c'est ça l'efficacité voulue des zones de sécurité prioritaires. Pour trouver une solution à ce fléau, une 60aine de propositions ont été soumises dans des domaines aussi différents que la prévention de la délinquance, la sécurité privée, le rapprochement entre les forces de sécurité. Mais il faut aussi que la population agisse pour donner un avenir aux jeunes et éviter qu'ils ne rentrent dans la délinquance. On a un souci avec notre jeunesse et ce souci-là, il est dû, je dirais, sur plusieurs choses. La première, c'est une difficulté de garder les gamins dans le système scolaire, c'est-à-dire comment on va le plus loin possible avec nos jeunes et on évite le décrochage scolaire. L'école a son rôle à jouer en termes de lien social et puis en termes de structure intermédiaire pour former nos jeunes pour que, effectivement, à la sortie, ils aient plus de chances de trouver de l'emploi. Une solution pourrait se trouver dans le pacte d'avenir promis par François Hollande, mais un an après cette proposition, aucune avancée. La députée Chantal Berthelot reviendra sur ce point lors de la réunion pour le budget Outre-mer le 4 novembre prochain. Construit dans les années 50, le pont Madame de Maintenon est un monument de Sinnamary. Il permet de franchir le fleuve à hauteur de Sinnamary et ainsi relier Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. Cet ouvrage a changé la vie des habitants. Aujourd'hui, le monument a vieilli et nécessite des réparations. La réhabilitation du pont était l'un des projets que le préfet avait prévu de faire financer en priorité avant d'apprendre l'annulation de l'écotaxe. Le pont Madame de Maintenon est un des plus anciens de Guyane. Il a été construit en 1957 et il a vieilli. Donc c'est un pont métallique. Donc on a des problèmes aujourd'hui de dégradation, enfin de vieillissement et donc de fragilisation du pont. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la circulation est interdite à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes et il va falloir dans un second temps, il faut le remettre en sécurité. La réhabilitation du pont de Madame de Maintenon et le déclassement de la RN1, une opération conséquente estimée à 32 millions d'euros et réalisée en plusieurs phases. La première, chiffrée à 8 millions d'euros, prévoit la reprise des voies entre le giratoire d'entrée de la ville et le pont. Électrification, assainissement collectif, réseau d'eau pluviale et mobilier urbain sont au programme. C'est un pont que l'on peut remettre en état, c'est une question de moyens. Donc il y a environ 4 millions d'euros de travaux pour pouvoir le remettre en sécurité pour un usage qui restera quand même un usage limité puisque la déviation fait que l'essentiel du trafic routier passe par le nouveau pont aujourd'hui.
La municipalité de Sinnamary sera d'accord uniquement si le pont de Madame de Maintenon est réparé avant par l'État. L'ADL a déjà estimé le budget à 4,2 millions d'euros. La Ligue guyanaise de karaté souhaite mettre en place plus de formations de façon à multiplier le nombre de sportifs de haut niveau. C'est dans ce but qu'une rencontre hebdomadaire baptisée ESG, Entente Sportive Guyane, regroupe les meilleurs de chaque club. Et le but de tout ça, c'est maintenant de travailler sur les plus petites catégories pour les pousser en termes de volume d'entraînement, ceux qui souhaitent en tout cas accéder à des résultats et des podiums nationaux, et également la possibilité d'accéder via l'IFAS qui va sortir de terre bientôt en Guyane et les pôles France existants à Montpellier et à Paris, aux filières amenant vers le karaté à haut niveau en France. Dans le monde du sport, plusieurs champions français sont originaires de la Guyane. Atteindre un tel niveau demande beaucoup d'investissement du sportif depuis son plus jeune âge, mais aussi de ses parents. On va demander aux parents d'accompagner ce jeune, c'est vrai, mais il va falloir à mon sens que ce soit le jeune qui puisse motiver comme il l'est, qui puisse prendre ça en charge et que demain, il puisse être l'élite qu'a besoin de la Guyane. Mais c'est vrai que derrière, ça demande de gros sacrifices. L'apprentissage du karaté peut intégrer une dimension spirituelle et morale. Sa pratique vise le développement global de l'individu, externe, interne, intellectuel et moral. Donc avant tout, ce sont des valeurs, c'est le courage, l'honneur, le respect, la droiture, etc. Et justement, toutes ces valeurs-là vont permettre à l'enfant de se surpasser pour devenir champion sur le tatami, mais également champion, comme on leur dit toujours, dans la vie de tous les jours, donc c'est-à-dire champion au niveau professionnel, puisque une fois qu'ils intègrent un pôle, ils sont suivis sur la scolarité, et lorsqu'ils atteignent pour les meilleurs le pôle France, ils seront vraiment accompagnés ensuite dans les études supérieures. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises avant toute inscription, il est essentiel de connaître l'historique du club et de ses maîtres. Vérifiez si la philosophie et la pédagogie est en accord avec vos attentes. Ce week-end se sont déroulées les finales de la Coupe de France. Depuis la disparition de la Coupe des sélections d'outre-mer, les clubs des départements outre-mer ont désormais le droit d'engager une seconde équipe pour le 7e tour de la compétition. Une nouvelle bien accueillie par les 4 sélections de la région Guyane, qui au lieu de disputer des demi-finales, se voient à une victoire près d'accéder aux prochaines phases. C'est sur cette perspective que se sont déroulés les matchs opposant d'une part l'US Maturi à Sinnamary et d'autre part le CSCC de Cayenne à l'équipe de Macouria. Suite à ces 2 rencontres, ce seront les équipes de Maturi et de Macouria qui représenteront la Guyane durant la prochaine étape de la Coupe de France. 7e tour qui se présente, ça fait un moment que l'US Macouria n'avait pas accédé à ce stade de la compétition. Aujourd'hui, et comme je dis, c'est les joueurs, c'est eux qui ont... Je retiens que ces joueurs sortent toutefois d'une saison l'an dernier où ils n'ont pas pu jouer une finale. Et cette année, ils voulaient vraiment gagner quelque chose et on a travaillé pour ça. Je pense qu'il faut qu'on travaille bien autrement pour pouvoir être représentatif lors du prochain tour, parce que si on va comme ça, on va se prendre ramasser une gamelle. Le prochain tour, c'est un autre niveau. Ce sont des joueurs qui sont repus à ce type de match. Ils viendront se qualifier. Maintenant, nous, il faut qu'on hausse notre niveau de jeu. Il faut que physiquement, on soit prêt. Et il faut que tactiquement, on soit concentré au maximum. Pour la prochaine phase de la compétition, l'équipe de l'US Maturi partira dans l'Hexagone afin de disputer son match, alors que l'équipe de Macouria, elle, recevra ses adversaires ici, à domicile. Avec dans un premier plan la qualification de la sélection Guyane pour la prochaine phase de la Caribbean Cup et cette percée en Coupe de France, en ce début de saison, le football guyanais ne cesse de franchir des étapes, montrant à tous que ici aussi nous sommes une nation du football. 3e jour de course pour RAM Guyane. Pour cette 4e édition, les conditions climatiques posent de nombreux problèmes aux participants. Jusqu'à hier, 9 skippers sont restés accrochés sur les côtes sénégalaises en raison de vents violents venant de face. Ce matin, le choix est compliqué pour les nordistes. Lever l'ancre et quitter leur abri ou rester et attendre des vents plus favorables, estimés jusqu'au 27 octobre. Hier, Jean-Pierre Lassalarié a pris le risque de pointer son étrave vers le large en fin de journée. Un choix payant puisqu'aujourd'hui il prend la tête de la compétition. Une initiative qui a poussé Olivier Ducap, Patrice Massiel, Mathieu Martin et Laurent Etemer à tenter leur chance pendant que les autres sont restés à l'abri. Demain, la course reprend, même si le retour des conditions favorables n'est pas prévu avant lundi. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos 2 invités ce soir. Premier invité, Lynn Létard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous de l'info. Oui, avec le micro. Tout va bien ?
Excellent. Deuxième invité, Lovadia. On parlera avenir cette fois. Voilà, vous le voyez. Salut Lovadia, ça va bien? Voilà, il nous fait un signe, il est dans les coulisses. Les filles, bonsoir. Ce soir, Théanie. Parlerons de l'émission Attitude Mag. Avec Laetitia, bien sûr, c'est ce soir. Vanessa. Nous parlerons de l'homme le plus fort de France qui était avec nous la semaine dernière. Vanessa qui aime les hommes costauds. Enfin, je dis ça, elle va vraiment nous dire d'ici quelques instants. Allez, première invitée, Lynn Létard. Nous avons invité Marie-Josée Lalcy, normalement sur le plateau du rendez-vous de l'info. Elle avait donné son accord pour participer à ce débat. Ça devait être un débat ce soir entre vous et Marie-Josée Lalcy. Elle n'a pu venir, elle se sentait un petit peu patraque, un peu fatiguée. Donc nous saluons Marie-Josée Lalcy. Vous êtes déçue qu'elle ne soit pas là ce soir? Je suis perplexe et en même temps je me laisse, j'imagine qu'il y a aussi un rapport de cause à effet dans l'absence ce soir du secrétaire général du Parti socialiste guyanais. Ils ont été très réactifs suite à mon communiqué et suite à mes déclarations et j'espérais effectivement qu'il y ait un contradicteur et puis quelqu'un avec qui je pouvais débattre, j'aurais pu débattre de ce qui s'est passé autour de cette campagne sénatoriale. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'un parti aussi structuré que le Parti socialiste guyanais n'ait pu envoyer un remplaçant, une deuxième personne, d'autant plus qu'elles ont été particulièrement nombreuses à être intervenues, et à être intervenues de manière plutôt vive sur ce recours que j'ai donc déposé auprès du Conseil constitutionnel. Donc, sans malice, j'espère que ne pas y avoir un rapport de cause à effet. Le Parti socialiste guyanais... Sinon, vous feriez peur. N'est pas présent. Ce n'est pas le but. Je suis en quête de vérité. Je ne suis pas en quête d'effrayer qui que ce soit. Et ceux qui sont effrayés sont peut-être ceux qui auront des choses à se reprocher. Voilà. Bon, alors, officiellement, Madame Marie-Josée Lalcy est malade. Voilà pour... On se contentera de l'explication officielle. Très bien. Que les choses soient claires. Vous n'attaquez pas Antoine Karam. Vous attaquez des méthodes, notamment sur ce qui s'est passé pour le deuxième tour des sénatoriales. Pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, est-ce qu'on peut refaire le film? Racontez-nous. Alors, très rapidement, et d'abord en préambule, Gilles Vernet, je souhaiterais vraiment et très chaudement vous remercier de cet espace, de cette fenêtre d'expression que vous me permettez. J'ai beaucoup entendu des réactions sur ce recours que j'ai porté auprès du Conseil constitutionnel et il importait, je crois, à un moment donné, qu'on entende mes explications et les raisons pour lesquelles j'ai effectivement déposé ce recours. Alors il faut bien comprendre qu'on a en France un texte extraordinaire, formidable, qu'on appelle la Constitution de 1958, émanant de la Constitution de 1946, émanant elle-même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et qui, dans son article 59, je parle de la Constitution de 1958, me permet aujourd'hui de porter ce recours auprès du Conseil constitutionnel. Ceci pour poser le cadre. Et puis il y a des conditions à remplir. Ces conditions, je les remplis parce que je suis électrice du département de la Guyane. Ces conditions, je les remplis parce qu'il fallait déposer ce recours dans des délais prescrits, ce qui a été fait. Ce soir, vous venez en tant que quoi? Conseillère municipale, conseillère régionale ou Lynn Létard Je viens en tant qu'élue, je viens en tant que politique en Guyane, et venue faire un point. Donc je suis conseillère municipale de l'opposition à Kourou, mais je suis également conseillère régionale de l'opposition également, et je suis surtout une femme politique qui aime son pays et qui ne conçoit pas qu'il y ait eu de telles pratiques autour de ces élections en particulier. Donc les conditions, je les remplis. Et puis surtout, je crois que le dernier point qui a motivé mon attitude, motivé mon besoin de porter protestation auprès du Conseil constitutionnel quand même, c'est d'avoir constaté des faits qui étaient de nature à altérer la sincérité de ce scrutin. Voilà, on peut revenir. On y revient d'ici quelques instants. Alors, dans cette émission, les chroniqueuses posent des questions à nos invités, même s'il s'agit d'un sujet politique. Vous pouvez participer à ce débat également, comme celui d'hier, en faisant rdv2info@atg.tv. Et vous pouvez poser vos questions. S'il y a des membres du Parti socialiste guyanais qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, vous avez la parole en direct via le net. Théanie.
Votre recours pour l'indisponibilité de certains bulletins est justifié. Mais est-ce que dire que certains élus du fleuve ont été encadrés, je cite entre guillemets, est-ce que c'est pas un petit peu poussé par tiré par les cheveux? En fait, bien de poser la question, ça me permet là aussi de recadrer les choses. Le recours porte sur plusieurs points. Le premier point étant effectivement la manière dont s'est déroulé le scrutin. D'accord? Donc effectivement, en préfecture, il y avait un cafouillage au niveau des bulletins de vote de certains candidats. Il y avait donc une rupture de bulletins de vote pour certains candidats et on a assisté à un spectacle désolant. Effectivement, des gens fouillaient les poubelles pour trouver les bulletins de vote du candidat pour lesquels ils voulaient voter, etc. Donc ça, sur ce premier point, effectivement, c'est inadmissible. C'est le premier point. C'est grave ce que vous dites, hein? Donc ça veut dire que vous assumez vos propos. Hein? Mais écoutez, non seulement je les assume, mais ils sont consignés également dans le recours qui est porté auprès du Conseil constitutionnel. Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir ce que l'on dit et les assumer avant justement de les écrire, de les dire, les avoir constatés. Je crois que c'est France Guyane, et même Guyane Première, donc vos confrères qui ont relayé l'événement. C'est presque un événement, je crois que ça s'est peu vu en Guyane et ça s'est passé dans les bureaux préfectoraux et il faut le dire. Et puis il y a un deuxième point, madame, si j'ose dire, c'est que j'ai également dans le deuxième point, porter ce recours parce qu'il y a eu une rupture d'égalité manifeste entre les candidats. Je le dis haut et fort, et ce sera à d'autres de prouver le contraire. Au vu des éléments que j'ai soumis au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel tranchera. Il y a eu des exemples précis de malversation, d'attitudes qui étaient politiciennes et qui n'étaient pas expliquées. Je demande ces explications. Monsieur Karam, qui est le candidat qui a gagné donc les élections, l'un des candidats qui a gagné les sénatoriales. Vous ne remettez pas en cause sa victoire? Écoutez, je remets en cause les conditions de sa victoire et les conditions de sa réussite. Il y a une rupture d'égalité entre les candidats. Lorsqu'un candidat se présente sur le fleuve avec les moyens du Conseil général et qu'il va faire campagne auprès des électeurs du Maroni, de la vallée du Maroni, là encore je l'ai consigné également dans le recours, donc vous voyez, je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle et je sais pourquoi je le fais, eh bien, il y a là une rupture d'égalité entre les candidats. Tous les candidats doivent avoir les mêmes moyens de campagne. Si vos propos sont vrais, c'est grave. Mais monsieur Vernet, si je prends le temps de faire un recours, de venir, d'exprimer librement et en toute conscience ce que je dis, c'est que l'affaire est grave. Vanessa. Absolument. Je n'ai pas répondu, ceci étant dit, à la question, madame. Allez-y. Alors, c'est un sujet qui est sensible et sur lequel je dois vous dire que je n'ai pas très bien réagi. Là, j'ai reconnu encore une fois des pratiques un peu malicieuses, un peu du Parti socialiste guyanais qui tout de suite, au lieu de s'associer à moi dans ma quête de vérité et de démontrer sur le coup qu'il n'avait absolument rien à voir dans toutes ces histoires de pratiques politiciennes que je dénonçais, de rupture d'égalité entre les candidats, etc. Le Parti socialiste guyanais, au travers ses élus, s'est empressé de réagir justement sur ce point-là. Je le dis parce que je l'ai vu, madame. Vous êtes électrice. Vous êtes électrice, vous êtes également contribuable. Il faut savoir qui paye quoi. Les élus du fleuve sont au nombre de 70 en montant. Que se passe-t-il? Depuis jeudi soir, sur la capitale, écoutez bien, depuis jeudi soir jusqu'à dimanche, 14h, il y a un ensemble d'élus qui sont pris en charge. Le billet d'avion est pris en charge par qui? On ne sait pas. Les frais de bouche, d'hôtel, de nuitée, les locations de voitures. Ce n'est pas les seuls. D'autres candidats l'ont fait, non? D'autres candidats? Enfin, je ne sais pas. D'autres candidats ou d'autres élus? Moi, je vous dis ce que j'ai vu. En l'occurrence, pour ces élus-là, la prise en charge est importante. Les frais, les coûts de déplacement sont importants. Je demande qui a pris en charge. Je n'ai pas accusé un parti. Je n'ai pas accusé une personnalité. Je pose des questions. À partir du moment, si c'est un candidat, Monsieur Vernet, si c'est un candidat qui a pris en charge ses élus, eh bien c'est très simple. Cela doit transparaître sur ses comptes de campagne, tout simplement. On enchaîne. Vanessa. Donc, vous dénoncez des pratiques inadmissibles. Absolument.
Pourquoi êtes-vous la seule aujourd'hui à les dénoncer, justement? Madame, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas la seule à les dénoncer. Il y en a qui le font, mais ils le font sous cap. Et j'ai reçu un soutien, le soutien de M. Gamal Hossenbuck, qui a salué le courage dont j'ai fait preuve. Vous savez, les élus parlent beaucoup, les gens parlent beaucoup. Simplement, ils ne le disent pas publiquement. On a des questions de téléspectateurs. Simplement, ils ne le disent pas publiquement. Donc, je l'ai dénoncé parce qu'il est tout simplement inadmissible qu'en Guyane, aujourd'hui, la classe politique se comporte de la façon dont elle s'est comportée. Inadmissible. Je vois que Théanie et Vanessa ont encore plein de questions à vous poser. Attendez 2 secondes, des questions de téléspectateurs. Ça grouille également, comme hier. On ne pourra pas poser toutes les questions des téléspectateurs. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Patricia de Macouria qui nous dit, est-ce qu'il n'y a pas un certain Jean-Étienne Antoinette derrière tout ça, Linnétard? Oui, enfin, c'est une question bien évidente. Alors que ce soit bien clair, je voue une loyauté indéfectible à Jean-Étienne Antoinette. Je lui suis d'une gratitude immense. Jean-Étienne Antoinette est le politique qui m'a permis, tout simplement, de commencer la politique à ses côtés à Kourou. Pour autant, Jean-Étienne Antoinette n'était pas seul lors de cette campagne électorale pour les sénatoriales. Il avait une équipe de campagne, comme je suppose les autres candidats, et dans cette équipe de campagne, avant de porter mon recours, eh bien, j'ai consulté les uns et les autres. Il y avait M. Joachim Chauchot, que je salue, M. Robert Puccia, M. Bruno Apouillou, M. Enrico Berthier, pardon pour les autres que j'oublie, mais il y avait tout un ensemble de personnes. Il y avait une équipe que j'ai consultée. Il y a eu un consensus sur ma démarche. Je vous rassure, j'ai été la seule à signer ce document, j'ai été la seule à l'emmener mercredi en préfecture, et donc j'en assume totalement la responsabilité. Et puis je vais vous dire, la loyauté n'exclut pas la liberté d'action et de penser. On explose le temps, je le sais, je vois Clément faire des gestes derrière la caméra. Je peux le dire déjà, on va exploser un petit peu le temps. Bon, Théanie, une question? Pensez-vous qu'une éventuelle annulation du second tour puisse changer donc, le résultat final, qui était donc l'élection d'Antoine Karam? Madame, l'objectif de ce recours n'est pas uniquement que l'élection soit annulée. L'objectif de ce recours est de faire prendre conscience. Vous voulez dénoncer une pratique? Des pratiques politiciennes qui ne sont pas admissibles, encore une fois. Vous savez, l'une des raisons qui ont motivé mon choix est que j'ai eu mal. J'ai eu mal aux politiques de ce pays, j'ai eu mal à la politique guyanaise, j'ai eu mal lorsque j'ai vu la manière dont justement les élus du fleuve ont été traités par d'autres. Alors lorsqu'on a parlé de manque de respect des élus du fleuve, j'ai dit non. Justement, ces élus du fleuve, s'il y a bien quelqu'un qui, en dénonçant ces pratiques, les a respectés, c'est bien moi. Alors lorsque j'ai vu certains s'exprimer, parler de sous-hommes, en imaginant dans une espèce de sentimentalisme larmoyant, ça m'a fait sourire. S'il y a bien quelqu'un qui, en dénonçant ces pratiques à leur égard, les a respectées, c'est bien moi. Je dis, ici en Guyane, ce n'est plus admissible. Allez, 2 dernières questions, et puis après, on est obligé d'arrêter là. Vanessa. Est-ce que le grand public sera au courant de tout ce que vous dénoncez? Est-ce qu'on a un moyen de le savoir ou pas? Mais bien sûr. À part les exemples que vous donnez. Mais bien sûr. Alors, un recours auprès du Conseil constitutionnel est une action tout à fait, je veux dire, publique. Mais bien sûr, c'est une action publique. Je ne le fais pas en catimini. Et l'objectif, justement, de ce recours, l'un des objectifs, est bien de dénoncer des pratiques, encore une fois, qui ne sont pas admissibles en Guyane. Et je regrette, encore une fois, que le Parti socialiste guyanais ne soit pas là pour répondre à mes interrogations. On les avait invités, peut-être qu'ils vont demander un droit de réponse sans aucun problème. Linnétard, question courte, réponse courte pour se dire au revoir. On connaît votre franc-parler, est-ce que cela ne vous joue pas des tours en politique des fois? C'est-à-dire, Gilles Vernet. Est-ce que vous disiez que vous aurez sûrement beaucoup plus d'ennemis lorsque vous ferez ce recours, des ennemis? Tant que je ne perdrai pas mes vrais amis politiques, en politique, l'amitié est une denrée rare. Et surtout, je suis en quête, encore une fois, de vérité et de respect pour l'ensemble des élus de la classe politique guyanaise. Et j'invite les élus, ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont envoyé des messages, des SMS, à s'exprimer aussi. Je crois que ce qu'on a vu lors des élections sénatoriales n'est tout simplement pas admissible. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je n'ai pas peur d'avoir de nouveaux ennemis. J'ai peur de perdre mes amis, mes vrais amis. Et sur ce coup-là, Monsieur Vernet, sachez une chose, je suis totalement rassuré. J'avais d'autres questions pour vous, mais ça sera l'objet d'un autre
d'une autre émission des questions du type « Est-ce que vous briguez un mandat politique ?» Non, ne répondez pas. Je vais vous accueillir une prochaine fois pour ça. Merci. Je brigue surtout la vérité, Monsieur Vernet, et j'espère que le Conseil constitutionnel nous apportera à tous les éléments de réponse que j'ai demandé à travers mes questions et à travers ce recours. Lynn Létard, merci d'être venue sur le plateau de Rendez-vous de l'info pour vous exprimer ce soir. Merci. Allez, le Dôme Lac Ézode, vous le savez, c'est en prime à 20h avec Dominique Nugent. Il est allé faire un petit tour aux délices de Guyane et on salue notre ami Bernard Boulanger. Extrait. Salut. Alors, ATG, on s'est donné pour mission de vous faire découvrir la Guyane. Mais vous faire découvrir la Guyane, c'est vous faire découvrir aussi toutes ces entreprises qui composent le tissu économique guyanais. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis chez Délices de Guyane. Je vais rencontrer le grand boss, il s'agit de Monsieur Boulanger. Bernard, je t'appelle Bernard. Tout le monde, parce que si je dis Monsieur Boulanger, tout le monde qui dit ouais, mais bon, je préfère t'appeler Bernard. Comment ça va, Bernard? Très bien. Bon, là d'abord, ça me fait plaisir que tu sois venu nous rendre visite parce que bon, c'est une façon de valoriser aussi ce qu'on fait, le travail qu'on fait avec tous les agriculteurs de Guyane. Alors tout ça pour vous dire que quand on vous parle d'ISO 9001, ça veut dire qu'il y a un système qui est mis en place. Là, tout à l'heure, on parlait de marche en avant et ça fait la deuxième fois que j'entends parler de ça. Et en plus, s'agissant du contrôle, c'est tout ce qui est traçabilité. Ça veut dire demain, vous êtes malade, vous êtes savez côté produit à sorti. Alors c'est pour ça que je vous dis encore une fois, consommer local. Parce que ce qui est en train de se faire là, c'est toujours pareil. On a toujours la sensation que ce sont des choses qu'on voit ailleurs, qu'on ne peut pas voir en Guyane, que nous ne sommes pas capables de faire. Ben oui, nous sommes capables de faire. Ben voilà une usine qui fonctionne parfaitement bien, avec des produits locaux, consommer local. Consommer local, voilà une phrase qui va sûrement plaire à notre invité numéro 2, invité numéro 1 aussi, j'imagine, avec notamment Lovadia. Bonsoir, bienvenue, ça va bien? Bonsoir Gilles, bonsoir Daina, bonsoir Vanessa, Lovadia. Bonsoir les téléspectateurs aussi et téléspectatrices. Lovadia qui sera notre deuxième invité dans quelques instants. En attendant, Vanessa, elle vous l'a dit, elle adore filmer les hommes musclés. C'est vrai en plus, Vanessa, c'est la troisième chronique sur les hommes musclés, c'est la troisième, effectivement. Mais vous celui-là, il est encore plus musclé que les autres. Comment? Il est encore plus musclé que les autres. Allons-y. Racontez-nous alors. Alors, je vais parler de Strongman, donc littéralement homme fort. Donc, c'est l'homme le plus fort de France et il s'agit de Morgan Hast, 1m92, 150 kg de muscles. Alors, il faut savoir que Strongman, c'est une épreuve sportive qui compte plusieurs épreuves, dont le tractage d'un camion de 8 tonnes, de l'haltérophilie ou le portage d'un poids de 430 kg sur 20 mètres. Donc, un homme est sorti du lot, Morgan Hast. Il était présent la semaine dernière lors du Cayenne Muscu à l'initiative de l'association sportive Olisette. Et il a fait une petite démo de bodybuilding. Je vous laisse regarder les images. On y va. Donc, je m'appelle Morgan Hast, je viens de la métropole, de Clermont-Ferrand exactement. Donc je pratique en fait deux disciplines, le strongman. Je suis l'homme le plus fort de France en 2010 et 2013. Et depuis avril 2014 aussi, je suis également champion de France en bodybuilding, toute catégorie. Donc voilà. Donc ce soir, je suis là en fait pour vous faire une démonstration de bodybuilding. Ils sont accompagnés de mademoiselle Stanisława alias Claudie. Elle pratique du sport depuis l'âge de 6 ans. Elle est fonctionnaire américaine. Mesdames et messieurs, Morgan Hast! Oh mon Dieu! Que pensez-vous de nos athlètes en
Guyane. Vous avez pu voir quelques démonstrations. Eh ben, j'ai été agréablement surpris parce que vous avez des athlètes très, très performants en fait. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'en entende pas plus parler. Donc moi après je me chargerai de parler de vous et j'espère qu'ils continueront et que ça va évoluer et après qu'il y aura d'autres compétitions plus importantes. Quel est votre record? Mon record en développé couché. Donc moi si vous voulez c'est pas ma discipline le développé couché. Le strongman en fait c'est des épreuves où on tire des camions, lever des grosses poules entières et lever des troncs. Mais je pratique quand même le développé couché pendant l'entraînement et je suis à peu près à 300 kg au développé couché. Morgan Ast, l'homme le plus fort de France. Donc sachez quand même qu'il n'est pas professionnel, il est amateur. Ouais. Donc, alors, je vais revenir sur Justin. Vous vous souvenez, j'avais été le filmer à son dernier entraînement pour le Cayenne Muscu. Il avait promis une surprise devant nos caméras. Donc il a battu le record de 210 kg. Il a soulevé 215 kg donc, au Cayenne Muscu. Donc bien sûr, il a gagné le concours. Et donc prochain record à battre. Donc on lui dit bravo pour ça. Voilà, déjà. bravo. Et prochain record à battre, donc 215 kg l'année prochaine. Très bien. Et vous aimez les muscles non, pas Non, c'était juste pour le reportage. Hein. Voilà, d'accord, très bien. Merci Vanessa. Théanie qui nous parle ce soir du rendez-vous Attitude Mag. C'est juste après le Dôme Lac-Ézot. Eh bien oui, puisque ce soir, donc Laetitia, pour sa 3e émission, a invité de jeunes entrepreneurs, notamment Gamal Osenbux, fondateur de 3D Fabrique, et Mathieu Joseph, gérant de Fresh Adam, qui viennent débattre donc sur la difficulté de créer son entreprise en Guyane. Je vous laisse regarder quelques extraits. Bien, lorsqu'on regarde le visage de ces acteurs socio-économiques, aujourd'hui on voit que beaucoup ne sont pas natifs de la Guyane et que beaucoup sont originaires des Antilles ou de l'Hexagone. Et aujourd'hui, moi j'étais dans le domaine du BTP. En 5 ans, on a vu passer les acteurs locaux passer de 60% à moins de 30% et récupérer que des pseudo-marchés. Aujourd'hui, ce n'est pas que nos entrepreneurs sont moins pertinents et efficaces, c'est qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs n'ont plus les moyens d'entreprendre. Et quand ils se heurtent à des personnes qui viennent de l'Hexagone ou des Antilles, si vous êtes sur le même segment de marché, je peux vous dire qu'eux, ils dégomment le bazooka alors que nous, on est toujours à l'arc. Non, ça, c'est la réalité. Et je peux vous dire que ça pèse. Ça pèse. Alors, donc aujourd'hui, pour moi, personnellement, le problème de tout entrepreneur qui entreprend en Guyane, c'est les moyens financiers qui lui seront dévolus, c'est les moyens financiers qu'il arrivera à tout simplement rassembler pour pouvoir aller au bout de son projet. Donc, comme vous l'avez vu, le débat sera houleux, avec notamment la présence de Franck Falla, responsable secteur de la mission locale de Cayenne. On abordera donc les difficultés lorsque l'on veut créer son entreprise, et puis bien sûr tout ce qui est financement. Donc à savoir, est-ce que les banques suivent les jeunes en Guyane? On parlera de tout ça ce soir, surtout rendez-vous à ne pas rater dès 20h15 sur notre chaîne ATG. Voilà, on va poser des questions également à notre invité justement sur cette question d'entrepreneur ici en Guyane. Merci Théanie. Donc vous voyez tous les rendez-vous à venir. Hein. Dôme Lac-Ézot dans une entreprise guyanaise avec Bernard Boulanger. Attitude Mag avec des jeunes Guyanais, la difficulté d'entreprendre aussi. Et puis il y aura aujourd'hui mardi, en deuxième partie de soirée, ATG Sport. Vous verrez tous les sports d'ici en Guyane. Voilà, c'est la proximité de votre chaîne. Lovadia est avec nous. Bonsoir Lovadia. Bonsoir Gilles. Comment ça va? En pleine forme, tranquille. Juste avant de revenir sur la partie musicale, sur ce que tu viens d'entendre, difficultés, entreprise, toi qui es chez toi dans ton pays, comment tu perçois là justement ce genre de débat là sur la difficulté d'entreprendre et les banques qui ne font pas trop confiance aux jeunes? Disons les choses franchement. J'ai trouvé très pertinent ce qu'a dit le jeune homme qui parlait dans le documentaire. Bon, c'est vrai que j'entends plus souvent qu'il y a des problèmes pour les jeunes du pays à pouvoir créer des entreprises, même des micro-entreprises. Donc, je ne suis pas dans le domaine, mais automatiquement, si les banques ne suivent pas ou s'il n'y a pas les moyens financiers pour les accompagner, il sera difficile de créer des emplois pour l'avenir. Donc, automatiquement, ça crée
un blocage quant à l'évolution, la diminution du chômage et le manque d'emploi dans le pays. On va parler d'avenir justement avec l'Ovadia ce soir. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, en 2 mots, je sais que tu as été très fort en football, je ne sais pas si tu continues, j'ai dit tu as été, enfin, voilà, je ne sais pas si tu l'es encore. Il y a eu un peu de football, la carrière, le parcours commence quand, comment pour les gens qui nous regardent ce soir? Le parcours musical. Musical, oui. On va dire que le parcours musical a commencé sur ma dernière année en tant que surveillant de prison, parce qu'après ma petite période de foot, j'ai été surveillant de prison pendant 8 ans. Et sur ma dernière année, c'est fini, oui, j'ai démissionné en 2011. Donc, pourquoi, ras-le-bol? Prise de conscience, et puis il y avait un peu une prise de conscience morale, à vrai dire, un manque, une incompatibilité de ma personne avec le métier que je faisais. Et puis une prise de conscience surtout sur le fait que j'ai choisi d'être fonctionnaire pour faire plaisir à la famille, faire plaisir à la mater. Et c'était le bac ou être fonctionnaire, j'ai fait un choix. Dieu merci, ça a payé, mais ça m'a beaucoup appris et je ne suis pas déçu d'avoir eu ce parcours-là, en vérité. Et en détention, on retrouve, pour ma part, le concentré de problèmes de société à l'extérieur. C'est clair. Donc ça m'a permis de mûrir, parce qu'on est confronté à différents types de personnes, d'âge, différentes générations, donc différents problèmes, ou bien même des problèmes communs, mais perçus différemment, où on n'a pas les mêmes solutions pour les résolver. Et bon, après, donc, sur ma dernière année en tant que surveillant de prison à Fleury-Mérogis, j'ai commencé à écrire, puisque mon pays me manquait. Donc le premier morceau que j'ai écrit, c'était La Guyane Belle. Donc je le chantais pour les amis qui passent à la maison vite fait et tout, en écoutant de la musique. Et puis un jour, on l'a vu sur Internet. Et puis j'ai continué à écrire déjà dans un premier temps. J'ai démissionné en mars 2011, je suis rentré au pays. Et quand je suis rentré, il est vrai qu'à l'origine, je n'étais pas rentré pour chanter. Donc c'était vraiment... par contre, j'avais pour objectif de faire un album avec les morceaux que j'avais déjà écrits, mais juste pour le principe de partager et de commencer un projet et d'aller jusqu'au bout, quoi. Mais je suis vraiment rentré pour faire un travail dans l'agriculture. Donc du coup... Depuis là-bas, est-ce que tu savais que la chanson et l'Ovadia prenaient de la dimension, ou c'est quand tu es arrivé ici que tu as vu... C'est vraiment quand je suis arrivé ici, et notamment l'année dernière, quand le morceau il est sorti en juillet dernier. Donc il est vrai qu'en quelques mois, j'ai eu pas mal de vues sur le net. Donc ça m'a déjà fait énormément plaisir. Ensuite, que le public guyanais se l'approprie encore, et qu'il soit appris à l'école en plus, qu'il soit intergénérationnel en fait. Ça devient l'hymne de Guyanais. J'espère. C'est une fierté. Vu comment c'est parti, j'espère bien, pourquoi pas. Mais voilà, c'était pas du tout attendu. Donc, tu passes de surveillant de prison à personnalité en Guyane. Comment tu vis cette popularité? La transition. Je suis encore dans l'apprentissage, on va dire. Donc, même dans l'organisation, je suis encore dans l'apprentissage de l'organisation, savoir comment m'organiser pour préserver ma voix. Donc, c'est tout un autre sport, contrairement au foot. Mais ça demande aussi un certain sérieux, ce que je n'ai pas encore forcément... bien appris ou bien inculqué en fait. Voilà. Est-ce que tu as justement une équipe qui t'accompagne dans tes débuts, on va dire? Bien sûr, donc je suis avec une boîte de prod sous contrat qu'on appelle Sensitive Record. Donc ce sont des personnes qui sont dans la musique depuis bien longtemps. Donc j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal d'autres studios et j'ai fait mon choix avec eux parce que j'estimais qu'ils étaient plus structurés, plus concrets. Et tant qu'à faire, si on fait quelque chose, qu'on le fasse bien, quoi. Et j'ai voulu quand même donner un exemple dans la structure d'un artiste musical, en sachant que ça peut s'arrêter demain. Donc autant faire quelque chose de bien jusqu'au bout, en fait. Ta sensibilité, c'est sur quoi? Les tambours, le reggae, le jazz, la musique de Robert Dédé, la musique de Waynov. C'est quoi ta sensibilité? Disons que j'écoute tout style de musique, mais on est d'accord que... Il est vrai qu'on a grandi dans la musique reggae en Guyane, jamaïcaine essentiellement. Ensuite, avec le zouk des Antilles. Donc, on a un peu j'ai un peu ces inspirations-là. Mais ma plus grande inspiration reste quand même les faits de société de tous les jours, la vie de tous les jours. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'entendre un style musical ou
ou d'attendre un fait précis pour pouvoir écrire. Il suffit que je sorte tous les jours et tous les jours j'ai envie d'écrire en vérité. Je sais que vous avez des questions des filles, j'en ai une aussi, j'en ai plein d'autres. Valoriser les femmes, la femme guyanaise, c'est ton idée, d'où t'es venu de vouloir écrire ça? Déjà, je voulais faire un Kaseko, ouais. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire un Kaseko pour montrer cette appartenance qu'on a à la tradition. Et comme pour moi c'était l'apogée des morceaux que j'allais écrire, j'ai voulu représenter les femmes parce que ma mère, c'est elle qui m'a élevé seule, donc automatiquement c'est pour moi la femme sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Et toutes les femmes. Et toutes les femmes, bien sûr, donc toutes les femmes du pays. Comme celles que nous avons et en face. Dans notre pays, on a la chance d'avoir diverses cultures qui arrivent dans le département et on a la chance que les gens se mélangent et qui créent de super beaux métissages. Donc je pense que ça peut être... je pense que c'est la clé d'un monde sans racisme, en fait. Ouais, voilà. C'est bien dit. Si tout le monde était métissé. Voilà. Très courte, ton actualité prochaine, je crois savoir qu'il y a un concert prévu aux Zéphyrs. À l'Ancre. Quelques semaines. À l'Ancre, oui. À l'Ancre, donc le 22 novembre. 22 novembre. Le 22 novembre prochain, je fais mon concert à l'Ancre. Ça va être les 1 an de l'album Oroyo, puisqu'il est sorti le 15 novembre l'année dernière. Et bon, après le Zéphyr, on verra. Pour le moment, on reste quand même humble et tranquille. Donc on va commencer avec l'Ancre. Voilà. Lovadia, regarde ça. Juste ça, tu sais très bien. Oui, effectivement, il y a plusieurs écrans. À Régie, voilà. C'était effectivement, il y a toujours des moments comme ça. Donc, il y a le fait d'avoir quitté ton premier métier, d'arriver en Guyane, moment fort, avec un titre qui interpelle tous les Guyanais. Il y a cet album que tu sors, et puis il y a Les Lins d'Or. Les Lins d'Or, ça va rester à jamais gravé dans ton esprit. Effectivement, pour un premier album, être nominé autant de fois, repartir avec 4 Lins d'Or, franchement déjà je ne m'y attendais pas et je suis vraiment heureux, mais je tiens à rappeler, et je le dis sans cesse, que c'est un travail d'équipe parce que je rencontre beaucoup d'artistes qui ont peut-être plus de potentiel que moi, dans tout, dans le style ou dans le texte, mais qui ont peur d'être confrontés à des contrats, qui ont peur des engagements. Et je pense que de nos jours, il y a tous les moyens mis autour de nous pour pouvoir ne pas être dupés. Donc je pousse les artistes qui sont dans le département à se structurer pour pouvoir avoir la chance d'arriver au Lins d'Or ou d'autres cérémonies dans ce sens. Voilà. Je sais qu'on a explosé le temps, je sais. Dernière question, Lovadia. Tu fais quoi maintenant? Musique, autre chose, 2 choses à la fois? J'ai toujours mon projet agricole en tête, donc que je mets en place cette année. À Roura? Sur Roura, ouais. Effectivement. Maintenant, il faut aller chercher les qualifications. Donc, dans un premier temps, il y a ça. Et en attendant, je vis pour le moment de la musique. Donc, ça va. Donc, pareil que tu sais bien faire à manger. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Exactement. J'ai vu traîner. On salue Réjeanne Canut. C'était quoi, un défi, c'est ça? Non, on m'a pris au mot puisque j'étais sur un plateau radio. À radio avec Bruno José. Avec Bruno, exactement. Ouais, et du coup, on m'a pris au mot, on me demandait ce que j'allais faire à manger. Donc j'ai fait part d'une recette, l'adobe, et ils m'ont dit vendredi prochain tu le fais. Donc du coup j'ai tenu parole et c'était un bon moment. Vous avez mangé quelque chose, les filles? Quand vous voulez. Quand vous voulez. Non, très bien. Bien sûr, on ne va pas te faire le coup 2 fois, surtout qu'elles sont branchées fondant au chocolat, ça c'est pas trop. Ah mais c'est plutôt mon délire, boulant. Bon, ok, fondant au chocolat. Ok, c'est noté. Ok, c'est noté. Et on attend pour faire la photo pour mettre également. Nickel, sur no le problème, Facebook. no problème. Ok, Lovadia. Merci pour l'invitation en tout cas. La semaine prochaine. Rendez-vous le 22 novembre à l'Ancre. On y sera et on sera au premier rang pour voir justement ce beau concert. Derrière, musicalement, j'imagine, c'est toi qui choisis les musiciens? Les musiciens, c'est toujours la même équipe avec quelques personnes qui changent, mais en vibes acoustiques, Simon à la guitare, Benjamin et Clément en trompette et trombone, Anne-Cyclette au tambour, Arsène Popo au caronne. Je vais faire appel à un petit jeune qui est l'élève d'Arsène Popo aussi, qu'on appelle Lohan, donc que je tiens à vraiment féliciter parce que c'est un très bon jeune qui a beaucoup de qualité. Laurine et Joël Zorobabel au chœur, donc Eric Egalji à la basse. Donc voilà quoi, une bonne équipe, une belle équipe pour pouvoir bien bosser. Puis le 22 novembre. Et puis ensuite, après, je pars avec la G-Team au Festi Creole Live qui se déroulera le 20 et 21 décembre prochain à Paris.
Ouais, je crois qu'on y sera aussi. Voilà, 22 novembre en tout cas, premier rendez-vous à l'Ancre avec le gros concert de Lovadia. On a explosé le temps, je le sais. Voilà, j'en suis conscient. Désolé, mais on avait des superbes invités sur le plateau ce soir du rendez-vous de l'info. Théanie, Vanessa, à demain. À demain. Lovadia, on attend le fondant au chocolat. No problème. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain dès 19h. Demain, on parlera de la collectivité unique. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ça va être terrible. Et on reçoit déjà les premiers artistes du Carré d'Or, notamment Tonton Jo, Josimas, Ralph Tamar et également Gertrude Sénin. Donc restez sur ATG pour voir tous ces gens-là. BFM TV, tout de suite, à demain.